Il y a des mots qu'on entend une seule fois dans sa vie, et pourtant ils ne nous quittent jamais. Je m'appelle Madeleine, j'ai 94 ans, et chaque matin depuis 47 ans, je me réveille avec la dernière phrase que mon fils m'a dite avant de partir. Je vis seule maintenant, dans cette maison de Normandie où j'ai élevé mes 3 enfants. Les murs sont les mêmes, le jardin aussi, mais tout le reste a changé. Mon mari Henri est parti il y a 22 ans, emporté par une pneumonie un hiver particulièrement rude. Mes 2 filles, Françoise et Catherine, viennent me voir quand elles peuvent. Elles habitent loin, l'une à Bordeaux, l'autre près de Lyon. Mais mon fils, Philippe, lui, je ne l'ai jamais revu. Quand je raconte cette histoire, les gens pensent souvent à une dispute terrible, à des mots irréparables qu'on se serait lancés à la figure. Ils imaginent une scène violente, des portes qui claquent, des années de rancœur accumulées. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est bien plus difficile à expliquer, et peut-être aussi plus difficile à porter. Philippe était mon deuxième enfant, né en 1953. Dès le début, il était différent. Pas dans le mauvais sens, simplement différent. Il observait tout avec une intensité que je ne comprenais pas toujours. Quand les autres enfants jouaient dans la cour, lui restait parfois assis sur le banc, à regarder les nuages ou les fourmis qui passèrent près de ses pieds. Son père disait qu'il avait la tête dans les étoiles, et ce n'était pas un compliment dans sa bouche. Henri était un homme pratique, un menuisier qui croyait au travail des mains. Un fils rêveur, ça le déstabilisait. Moi, j'aimais cette part de Philippe. J'aimais quand il venait me trouver dans la cuisine pendant que je préparais le dîner et qu'il me posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Pourquoi les gens meurent, maman? Pourquoi certaines personnes sont méchantes et d'autres gentilles? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un pour toujours, même quand il n'est plus là? Et je faisais de mon mieux pour lui donner des réponses, mais souvent je me contentais de l'écouter, parce que je sentais que c'est ce dont il avait besoin. À 18 ans, Philippe a obtenu son baccalauréat avec mention. Il voulait partir à Paris pour étudier la philosophie. Son père s'y est opposé fermement. Pour Henri, la philosophie, ce n'était pas un métier. Il voulait que Philippe reprenne l'atelier de menuiserie. Les discussions entre eux sont devenues de plus en plus tendues. Pas des cris. Henri n'était pas un homme qui criait, mais des silences lourds, des regards qui en disaient long, des repas où personne ne parlait. Je me souviens d'un soir de septembre, juste avant la rentrée universitaire. Philippe était assis sur les marches du perron et je suis venue m'asseoir à côté de lui. Le soleil se couchait sur les champs et l'air sentait encore l'été. Je lui ai demandé ce qu'il voulait vraiment faire. Pas ce que son père voulait, pas ce que moi je voulais, mais lui, au fond de lui-même. Il m'a regardé avec ses yeux sérieux qu'il avait depuis tout petit et il m'a dit qu'il voulait comprendre. Comprendre quoi? J'ai demandé. Tout, il a répondu. Pourquoi on est là? Pourquoi on souffre? Pourquoi on aime? Pourquoi on perd les gens qu'on aime? Je veux comprendre, maman. Parce que sinon, à quoi bon vivre? Philippe est finalement parti à Paris en octobre. Son père ne lui a pas dit au revoir, il était à l'atelier ce matin-là. Mais je savais que c'était une excuse. Moi, je l'ai accompagné à la gare de Caen. Je me souviens du quai, du bruit du train qui approchait, de la valise en cuir marron qu'Henri lui avait fabriquée des années plus tôt. Philippe m'a serré dans ses bras, fort, plus fort qu'il ne l'avait jamais fait, et il m'a dit qu'il m'écrirait toutes les semaines. Les premières années ont été belles, malgré la distance. Philippe m'envoyait de longues lettres où il me racontait ses cours, ses professeurs, ses découvertes. Il avait trouvé une chambre dans le quartier latin et il semblait heureux. Il venait pour Noël et pour les vacances d'été et pendant quelques jours, la maison retrouvait sa vie d'avant. Et puis, progressivement, les lettres se sont espacées, d'abord une par mois, puis une tous les 2 ou 3 mois. Les visites aussi sont devenues plus rares. Quelque chose avait changé dans le ton de ses lettres. La passion d'avant avait laissé place à quelque chose de plus sombre. Il parlait moins de ce qu'il apprenait et plus de ce qu'il ne comprenait pas, de cette vérité qu'il cherchait et qu'il ne trouvait jamais. En 1978, il est venu nous voir à Pâques. Il avait 25 ans et je l'ai à peine reconnu quand il est descendu du train. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés et il y avait dans son regard quelque chose d'absent. Pendant les quelques jours qu'il a passés à la maison, il a beaucoup dormi et peu parlé. Quand je lui posais des questions sur sa vie à Paris, il répondait par des phrases courtes. « Ça va, maman, je travaille beaucoup. C'est compliqué, tu ne comprendrais pas. » Le dernier soir, après le dîner,
Nous sommes restés tous les deux dans le salon. Henri était monté se coucher. La maison était silencieuse, seulement le tic-tac de l'horloge et le crépitement des bûches dans la cheminée. Philippe regardait le feu sans rien dire, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me dire, quelque chose de lourd qu'il portait depuis longtemps. Je lui ai pris la main. C'était une chose que je ne faisais plus depuis qu'il était adulte, mais ce soir-là, j'ai pris sa main comme quand il était petit, quand il avait peur du noir ou qu'il avait fait un cauchemar. Il a fini par parler. Il m'a dit qu'il était fatigué, pas physiquement, mais quelque chose de plus profond, une fatigue de l'âme. Il m'a dit que plus il étudiait, plus il lisait, et moins il comprenait. Il avait l'impression de courir après quelque chose qui n'existait peut-être pas, une réponse qui n'était peut-être nulle part, un sens que personne n'avait jamais trouvé. J'aurais dû lui dire de revenir à la maison, j'aurais dû lui dire qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre, mais je lui ai dit que je croyais en lui, qu'il trouverait ses réponses, qu'il fallait juste être patient. Je lui ai dit ce qu'une mère dit toujours à son enfant, ces mots d'encouragement bien intentionnés qui ne touchent pas le vrai problème. Le lendemain matin, il est parti. Je l'ai accompagné à la gare comme la première fois. Le même quai, le même bruit de train, mais un homme différent devant moi. Avant de monter dans le wagon, il s'est retourné et il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Il y avait de l'amour dans ses yeux, mais aussi autre chose, une sorte d'adieu qui ne disait pas son nom. Et puis il a prononcé cette phrase qui me hante depuis 47 ans. Il m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, avec une voix très calme, « Maman, je crois que certaines personnes ne sont pas faites pour ce monde. Et j'espère qu'un jour, tu comprendras. Le train est parti. » J'ai agité la main jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis je suis rentrée à la maison, j'ai préparé le déjeuner, j'ai continué ma vie, comme si de rien n'était. Parce que c'est ce qu'on fait. On continue. Les semaines ont passé, puis les mois. Pas de lettres, pas d'appels téléphoniques. J'ai écrit plusieurs fois des lettres qui me sont revenues, avec la mention « N'habite plus à cette adresse ». J'ai contacté l'université, mais ils m'ont dit qu'il avait abandonné ses études l'année précédente. J'ai appelé les quelques amis dont il m'avait parlé, mais personne ne savait où il était. Henri est allé à Paris. Il a pris le train lui-même, cet homme qui n'avait jamais quitté la Normandie, et il a passé 3 jours à chercher son fils. Il est revenu sans rien, le visage défait, vieilli de 10 ans. Ce voyage l'a changé. Il ne s'est jamais pardonné à lui-même toutes ces années où il avait été dur avec Philippe. Nous avons contacté la police, déposé des signalements, fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais Philippe avait plus de 20 ans. Il avait le droit de disparaître s'il le voulait. Ce n'est pas un crime de couper les ponts avec sa famille, m'a dit un commissaire avec une indifférence qui m'a glacé le sang. Les années ont passé. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Philippe n'est jamais revenu. Pour l'état civil, il est toujours vivant quelque part. Mais pour nous, il est devenu une absence, un vide que rien n'a jamais pu combler. J'ai passé des années à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai relu ces lettres des dizaines de fois, cherchant des indices que j'aurais manqués. Et toujours, je reviens à cette dernière phrase. Certaines personnes ne sont pas faites pour ce monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mes fils ont eu des enfants, et ces enfants ont eu des enfants à leur tour. La vie a continué autour de moi. Henri est mort, en croyant jusqu'au bout que son fils reviendrait un jour, qu'il frapperait à la porte et qu'il pourrait enfin lui dire qu'il l'aimait malgré tout. Moi, j'ai arrêté d'attendre il y a longtemps. Non pas parce que j'ai perdu espoir, mais parce que j'ai compris qu'attendre me consumait. J'ai appris à vivre avec cette absence, à lui faire une place sans qu'elle occupe tout l'espace. Philippe est toujours là, dans un coin de mon cœur, dans une chambre de cette maison que je n'ai jamais transformée, dans les yeux de mon arrière-petit-fils Lucas, qui lui ressemble tellement que parfois j'en ai le souffle coupé. J'ai 94 ans maintenant, mes mains tremblent, mes jambes ne me portent plus aussi bien qu'avant. Ma mémoire me joue des tours. Mais la dernière phrase de Philippe, elle, je ne l'ai jamais oubliée. Ce que j'ai compris avec les années, ce n'est pas la réponse aux questions de Philippe, mais j'ai compris que l'amour d'une mère ne suffit pas toujours. Malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas protéger nos enfants de ce qu'ils portent en eux. Philippe avait quelque chose dans l'âme que je ne pouvais pas atteindre, une blessure ou un vide que personne n'aurait pu combler. Pendant longtemps, j'ai porté la culpabilité comme une deuxième peau. Et puis un jour, il y a peut-être 15 ans, quelque chose s'est dénoué en moi. J'étais dans le jardin, je regardais les roses que j'avais plantées l'année de la naissance de Philippe,
et j'ai réalisé que la culpabilité ne le ramènerait pas, que me punir moi-même ne changerait rien. Philippe, si par miracle tu entends ces mots quelque part, je veux que tu saches une chose. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde depuis 47 ans. Je ne t'en veux pas d'être parti. Je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas si tu es heureux ou malheureux, si tu as trouvé tes réponses, mais je sais que tu es mon fils, que tu le seras toujours. Et si tu n'entends pas ces mots, si tu es parti vers un endroit où ma voix ne peut pas te rejoindre, alors j'espère que tu as trouvé la paix. J'espère que tu sais que ta mère t'a aimé de toutes ses forces jusqu'à son dernier souffle. Aux gens qui m'écoutent, je voudrais dire quelque chose que j'ai mis presque un siècle à comprendre. Nous passons nos vies à chercher des réponses, à vouloir comprendre, mais parfois, le sens n'est pas dans la réponse. Parfois, le sens est dans la façon dont on continue à avancer malgré l'absence de réponse, dans l'amour qu'on continue à porter pour quelqu'un qui n'est plus là. Philippe cherchait une vérité universelle. Moi, j'ai fini par comprendre que vivre, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est marcher dans le brouillard sans savoir où on va. C'est aimer sans garantie d'être aimé en retour. C'est perdre et continuer malgré la perte. Je suis assise dans mon salon et par la fenêtre je vois le jardin où mes enfants ont joué il y a si longtemps. Le cerisier qu'Henri a planté pour nos 20 ans de mariage est toujours là, tordu par les années mais toujours debout. Les roses de Philippe fleurissent encore. Et moi, je suis encore là aussi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. À mon âge, chaque jour est un cadeau qu'on n'ose plus trop déballer. Mais je sais que quand mon heure viendra, je partirai en paix. Pas parce que j'aurai trouvé les réponses, mais parce que j'aurai aimé. Profondément, maladroitement, imparfaitement, mais sincèrement. La dernière phrase de Philippe me hante encore. Mais aujourd'hui, après 47 ans, je crois que je commence à la comprendre. Certaines personnes ne sont pas faites pour ce monde, m'avait-il dit. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que certaines âmes sont trop sensibles pour supporter la brutalité ordinaire de l'existence, et peut-être que mon rôle n'était pas de le guérir ou de le sauver. Peut-être que mon rôle était simplement de l'aimer pendant qu'il était là, de garder une lumière allumée à la fenêtre, même quand il faisait nuit depuis des décennies. Je m'appelle Madeleine. J'ai 94 ans. Mon fils est parti et n'est jamais revenu. Et je l'aime toujours.